et très modestement, nous souhaitons vous présenter un essai de modélisation qui intègre l'évaluation institutionnelle et l'évaluation programme. Pour cette petite communication, nous proposons de parler à deux voix, Sylvie Navarre et moi-même, Véronique Gérard, qui sommes responsables qualité au service d'appui à la qualité à Enalux, la Haute École Namur-Liège-Luxembourg. Nous allons donc alterner les points de cette présentation. Alors, nous proposons cette petite communication en citant tout d'abord nos motivations de départ, les motivations de l'institution pour intégrer cette expérience pilote, ensuite les phases de la méthodologie d'évaluation institutionnelle, puis l'élaboration de notre référentiel, puisque nous avons, vous allez voir, Sylvie va vous l'expliquer, nous nous sommes évidemment inspirés des OSG, mais pas seulement, nous avons créé notre propre référentiel d'évaluation institutionnelle. Les constats liés à cette évaluation, un essai de scénario qui répond un peu au titre de départ, donc une entrée par les évaluations de processus, et puis enfin une conclusion. Alors, tout d'abord, l'évaluation institutionnelle, nos motivations de départ à Enalux, c'était une volonté d'autonomie et de responsabilité de l'établissement par rapport au renforcement de son système d'assurance qualité. Ce que nous souhaitions, c'était poser un regard systémique sur notre fonctionnement institutionnel, parce que nous étions persuadés, et vous allez le voir au niveau de notre référentiel, que le regard posé sur les programmes uniquement et de manière très hachée ne suffit pas. Nous avons aussi un profil assez particulier dans la haute école, puisque Enalux comporte 10 sites de formation sur 3 provinces, donc nous sommes assez écartelés, avec évidemment des identités multiples, puisque héritées de plusieurs fusions. Enalux aussi est en phase d'évolution en matière de gouvernance, puisque à l'époque, au début de l'expérience pilote, nous venions de démarrer le nouveau plan stratégique, axé sur la qualité des programmes. C'était le premier axe de notre plan stratégique. Enalux promeut également une culture d'évaluation à tous les niveaux, puisque nous avions déjà des essais d'évaluation de processus au niveau institutionnel, des évaluations menées au niveau des départements, au niveau des programmes et également au niveau du travail individuel des membres du personnel, puisqu'il y a évidemment les évaluations des UE, des EEE par les étudiants, mais également des processus d'évaluation RH pour les membres du personnel. Et donc, en conclusion de ces motivations, la Haute École était très intéressée de recevoir un feedback des experts et surtout des recommandations d'amélioration de son système d'assurance qualité. Alors, dans un deuxième temps, les étapes de la méthodologie d'évaluation institutionnelle. Très rapidement, nous avons remis le calendrier. Donc, vous voyez que l'expérience a démarré en février 2019. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de chance par rapport aux institutions de la première phase, puisque nous étions dans la seconde phase. Nous avons eu environ 18 mois, un petit 20 mois pour réaliser cette évaluation institutionnelle. Donc, c'était plutôt confortable par rapport à d'autres institutions. Phase de constitution d'une commission d'auto-évaluation, communication aux membres du personnel et récolte des données, analyse des données, rédaction du DAI, visite des experts en novembre 2020, il y a un an, et mise en place du plan d'action qui doit être remis en juin 2022, mais évidemment, nous n'avons pas attendu la publication de ce plan d'action pour commencer à travailler. Au niveau de la méthodologie d'évaluation institutionnelle, il y a eu trois phases importantes. Une première phase énorme d'analyse des données existantes. Notamment, nous avons synthétisé les 23 enquêtes haute école qui avaient été réalisées sur les 4 dernières années. Une analyse documentaire d'environ 200 documents officiels, vraiment passés au crible pour reprendre toute une série d'éléments d'analyse. Ensuite, une deuxième méthode a été la production de données spécifiques vraiment pour l'évaluation. Nous avons mené au niveau du service qualité 40 entretiens individuels ou collectifs des directions,
parfois du collège de direction ou du conseil de direction, donc individuellement ou collectivement, mais aussi en équipe. Donc les directions aussi pouvaient choisir au niveau de leur équipe qui était invité aux entretiens. Nous avons rencontré les 16 services administratifs de la haute école. Nous avons réalisé des enquêtes spécifiques auprès de tous les organes et conseils de la haute école, des étudiants, des enseignants et des parties prenantes externes. Et puis la troisième phase a comporté en une identification de pratiques éprouvées dans chaque département, puisque la grande difficulté, et on va y venir, bon, c'est le titre de la communication, mais notre grand souci durant cette évaluation institutionnelle a toujours été de dire mais quelle est la place des programmes par rapport à la vision institutionnelle globale. Nous avons 40 programmes dans notre haute école et donc il était impossible de commencer à screener chaque programme. Et donc nous avons pris le parti, vous allez le voir au niveau de tous les critères du référentiel, de travailler avec toutes les pratiques éprouvées dans chaque département. Donc nous avons mis en valeur tous les programmes, mais au travers de certaines pratiques éprouvées en lien avec notre référentiel. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je vais continuer la présentation. Une des étapes préliminaires, c'était de se poser la question par rapport à quoi allons-nous nous évaluer. Les ESG étaient pour nous un horizon, mais on a vraiment voulu se les approprier et les intégrer dans un référentiel d'évaluation qui nous était propre. Et je vais essayer de vous montrer comment cet outil a été aussi un outil de développement institutionnel qui allait au-delà de l'évaluation. Donc, l'élaboration d'un référentiel ENALUX. En fait, la toute première étape a été de se poser la question de cadre de référence par rapport à quels pouvaient être nos cadres de référence pour identifier effectivement l'horizon de développement de notre haute école par rapport auquel nous voulions l'évaluer. On s'est basé évidemment sur les ESG, on a relu les référentiels programmatiques, mais on a aussi été voir les référentiels qui existent dans certains pays où l'évaluation institutionnelle existe déjà, à savoir notamment la Suisse et la Finlande. On s'est inspiré également de modèles qualité, prose un peu plus pour construire une série de questions pratiques, mais le FQM, et je vais y venir, a été un de nos modèles de référence de base. On a lu aussi toute une série de documents de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des documents aussi européens, différentes recherches en matière d'assurance qualité, mais aussi, et on s'est basé sur les documents internes qui existaient déjà au sein de la haute école, à savoir notre plan stratégique, une évaluation de la gouvernance qui avait eu lieu après la mise en place d'un nouveau collège, 1 an après la mise en place du nouveau collège. On avait évalué toute notre gouvernance, donc on avait déjà regardé quels étaient vraiment les horizons qu'on s'était dressés à ce moment-là, et toute une série d'enquêtes transversales qui existaient. Donc, c'était vraiment une démarche d'exploration large, une démarche de sélection de données pour essayer vraiment d'identifier les références qui pouvaient coller le mieux en fait à notre réalité institutionnelle. Le modèle EFQM, mais pourquoi, enfin, peut-être vous connaissez ce modèle, je vous ai mis la dernière, enfin, on vous a mis la diade de la dernière version de ce modèle. Pourquoi a-t-on été chercher le modèle EFQM et pourquoi est-ce que c'est un modèle qui nous parle particulièrement bien? Parce que tout comme les ESG, il permet en fait une mise en perspective, un screening de ce qui est réalisé au sein de l'institution, mais également une projection dans l'avenir. Parce qu'en fait, le travail autour du modèle EFQM permet d'imaginer des pistes d'action et de se projeter dans le développement institutionnel. Les ESG ont aussi cet objectif. Il nécessite, le FQM, de prendre soin, d'identifier, de questionner ses parties prenantes à un moment donné du processus d'évaluation. Donc ça nous semblait nécessaire. Mais en plus, le modèle EFQM prend beaucoup plus en compte que les ESG l'aspect stratégique, le projet stratégique, les priorités institutionnelles. Dans la première boule, je vais y revenir après, donc l'orientation, c'est vraiment quelles sont les orientations que l'institution veut mettre en avant. Et donc, ça nous semblait très, très axé sur le fit for purpose que l'évaluation institutionnelle visait.
le FQM propose une approche par processus et qui propose aussi une vision systémique de l'institution. Et d'emblée, on a bien senti qu'il était tout à fait difficile de déconnecter évaluation institutionnelle d'évaluation programmatique, parce que quand on touche à une pièce du puzzle, on touche à l'ensemble. Donc le FQM nous permettait de mettre de l'ordre là-dedans et donner une vision très dynamique des orientations, des développements qu'on pouvait mettre en place et des moments d'évaluation qu'on pouvait donner. Il prend en compte l'ensemble des dimensions d'une institution, la haute école, ses domaines, ses départements, ses programmes, ses services, mais également, on aurait pu rajouter sur la DIA, son écosystème. Dans quel écosystème évoluons-nous et comment prenons-nous en compte l'évolution de cet écosystème? Or, on sait que l'enseignement supérieur, ça bouge beaucoup. Il intègre également des indicateurs qui n'étaient pas présents dans les ESG et je vais vous montrer concrètement sur une dia, mais je peux déjà les citer maintenant. Donc, un focus sur l'ensemble des membres du personnel, des services, l'analyse des résultats, la maîtrise de l'écosystème, le pilotage du changement, la manière dont on crée de la valeur. Donc, on a un peu identifié dans on a comparé FQM et ESG et on a identifié dans le FQM les espaces qu'on avait envie d'investiguer, mais qui ne se trouvaient pas nécessairement dans les ESG. Ce sont les petits cercles rouges que vous voyez sur l'image, donc notamment la culture et le leadership. Comment est-ce qu'on prend soin de construire des relations durables avec ses clients, la manière dont on va comment dire, attirer, engager, tout l'aspect RH en fait qui nous semblait important également. Voilà, j'en cite quelques-uns, mais vous aurez, je pense, les DIA, donc vous pourrez regarder par après. Donc, voici de manière schématique ce à quoi on a abouti. En fait, ça nous a amené à identifier au départ 6 critères. Le 7e, la gestion de crise, s'est rajouté parce que voilà, on a fait l'évaluation au moment de la gestion de crise. Donc, c'est un critère un peu à part puisqu'il nécessite en fait, on s'est fixé en fait à quoi reconnaîtra-t-on qu'on a géré la crise efficacement? Et ça nécessitait de repasser par les autres critères. Donc celui-là, je vais le laisser un peu de côté. Mais qu'est-ce qu'on a identifié comme grands critères? La gouvernance et le management, la politique du personnel, la gestion des ressources, les partenariats, les résultats, mais surtout le cœur de notre réacteur, à savoir la formation des étudiants à l'ENALUX. Donc ces critères ont été déclinés dans 23 dimensions et dans 132 indicateurs. Donc, à chaque fois, on s'est mis vraiment toutes les références. Évidemment, notre cœur de réacteur, la formation des étudiants, bien, on l'a déployé avec la vision de l'évaluation institutionnelle, qui n'était pas d'aller vraiment dans chacun de nos programmes. Pour la suite, il est certain qu'on va devoir redévelopper ce cœur de réacteur et ses critères en fonction de la manière dont le modèle en fait, d'évaluation va évoluer. Aussi un petit focus, les résultats. Donc, c'est ici qu'on a été rechercher toute une série d'indicateurs clés de résultats de notre institution. Donc, voilà un peu, une dia qui vous présente une manière, comment notre référentiel était structuré à travers le premier critère gouvernance et management, les différentes dimensions et au sein de chacune des dimensions, les références que l'on a identifiées. Alors, pendant que cette dia est projetée, je peux également vous dire que le référentiel a été construit en temps 1 avant l'évaluation, mais qu'évidemment, on l'a fait vivre pendant notre évaluation et qu'il a été relu après l'évaluation. On s'est rendu compte qu'il y avait des redondances et donc on a retravaillé le référentiel pour le rendre plus efficace et plus facile à utiliser. Ceci dit, vous vous rendez bien compte aussi qu'il y a beaucoup d'indicateurs ou beaucoup de références. Politique du personnel, critère 2, des grandes dimensions, recrutement, accompagnement de la carrière, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, bien-être des membres du personnel. Tout ça ne se trouve pas comme tel dans les ESG, mais nous avions voulu aussi lire notre institution par rapport à ces références que nous avions identifiées. Donc, Véronique, je te recède la parole. Merci. Alors, les constats suite à cette évaluation institutionnelle,
Nous avons bénéficié lors de la visite des experts de nombreuses recommandations. Le retour, le feedback oral était déjà vraiment très très riche. Nous l'avons très vite diffusé à l'ensemble des membres du personnel. Mais il a eu lieu il y a un an, donc nous avons déjà beaucoup travaillé à renforcer notre système d'assurance qualité depuis. Tu peux passer. Oui, voilà. Tout d'abord, une question qui a été posée par les experts, qu'allez-vous faire de ce référentiel? Ils avaient l'air de dire que le référentiel n'était pas encore utilisé par l'ensemble des membres du personnel. Fatalement, c'était notre outil d'évaluation institutionnelle qui nous a servi à screener un peu tous les critères et toutes les dimensions. C'est évident que cet outil, nous voudrions le faire vivre et qu'il soit un outil évolutif. Il est pour le moment un outil plus prospectif qui nous permet d'élaborer les plans d'action. Donc, nous sommes un service d'appui à la qualité. Nous accompagnons les équipes, les départements, les sections et les services dans la logique PDCA, un Plan d'Ucheck Act. Et donc, ce référentiel est une référence, la référence à nos normes, mais qui tiennent compte des normes des ESG, évidemment, pour monter notamment l'élaboration des plans d'action dans les services et dans les départements. Voilà, en tout cas, c'est une manière de l'utiliser et de le faire vivre. Alors, au niveau des recommandations des experts, comme cela a été dit lors de la table ronde, les recommandations et les questions ont été très centrées pendant la visite sur le système d'assurance qualité, vraiment hyper centrées sur le cœur du système. On a été un peu étonnés au départ et puis finalement on s'est dit mais voilà c'est très technique mais ça nous aide vraiment à avancer sur différents points. Tout d'abord, on s'est rendu compte de l'ampleur du travail. Ce qui était intéressant, c'est que, et j'y reviendrai dans les conclusions, mais c'est qu'il y a eu une réelle prise de conscience lors de cette évaluation institutionnelle au travers de tous les entretiens menés, mais aussi au travers de la visite externe. Il y a eu une réelle prise de conscience de l'ensemble des membres du personnel de l'existence de la qualité, mais aussi de son importance. Pour ceux qui en doutaient, ils se sont rendus compte que finalement, les démarches qualité avaient un sens dans l'institution pour son développement. Il y a eu aussi un choix politique important de nos autorités de renforcer le service qualité, puisque le temps de travail a été doublé. On est parti de 8 dixièmes à 1,6 équivalent temps plein pour travailler à ce renforcement du système d'assurance qualité. Nous avons, comme l'a dit une personne précédemment, également changé de nom. Plutôt que de s'appeler service qualité, on s'appelle service d'appui à la qualité, ce qui permet de rendre la responsabilité de l'amélioration continue à chaque acteur, à chaque service, à chaque programme. Alors, voilà une idée, alors je pourrais en parler pendant des heures, hein, mais ici on s'est dit en quatre concepts ce que ça nous a aidé à formaliser. Un, l'alignement. C'est clair qu'en matière d'alignement institutionnel, l'évaluation institutionnelle nous a énormément boosté. Alignement de tous les plans d'action des départements et des services au plan stratégique de la haute école. Ce n'est pas un travail anodin et c'est compliqué, mais voilà, on en est très conscient et on met des outils en place pour y arriver. La question de la formalisation, nous avions tout, je pense, tout dans notre tête et tout dans différents documents. Ce que les experts nous ont dit, mais vous devez tout rassembler, vous devez décrire votre politique, votre démarche, vos outils dans un manuel qualité. Ce que nous sommes en train de faire pour le moment. La structuration de notre politique de communication en matière de qualité également. Donc ça, nous avons éclairci, et c'est en phase de validation auprès de nos autorités, la manière de communiquer sur la qualité, mais aussi la manière de communiquer, par exemple, les résultats des enquêtes auprès des membres du personnel, auprès des étudiants. La formalisation de nos pratiques, notamment, et je vais y venir après, par l'écriture de notes, donc d'avoir des traces écrites, mais aussi par l'écriture de nos fiches processus. La création de tableaux de bord de suivi avec des indicateurs clés. Donc là, on est en train d'accompagner le collège de direction
par rapport au montage de tableaux de bord de Balance Scorecard notamment, et de se poser la question de ce dont on a besoin pour piloter l'institution, pas d'un tableau de bord de centrale nucléaire, mais non plus d'un tableau de bord de 2 chevaux. Et donc, il faut trouver un juste milieu avec des tableaux de bord visuels, maniables, faciles, appréhendables, sur lesquels on a la main pour pouvoir gouverner l'institution. La systématisation, alors on essaye d'harmoniser certaines pratiques. Alors on a une institution pas simple, hein, puisque 10 implantations, des cultures très différentes, même pour des diplômes identiques, un assistant social à Arlon ou un assistant social à Namur, eh bien ce sont des métiers différents, un public différent, des employeurs différents. Et donc nous essayons d'harmoniser les pratiques, en tout cas en ce qui concerne les incontournables dans les différents départements, mais tout en respectant la spécificité et la culture de chaque implantation ou de chaque section. Alors, les incontournables, c'est par exemple la procédure ou EEE, la manière de rédiger les fichiers, la manière de centraliser les bonnes pratiques, la procédure de révision de programme, et nous implémentons aussi toute une série d'enquêtes transversales. Par exemple, on vient de structurer l'enquête fin de cycle qui sera envoyée chaque année systématiquement pour tous les programmes. Voilà, ce sont des exemples. Alors, le dernier concept, c'est l'approche par processus. Nous avons depuis 1 an démarré cette approche par processus. Nous avons cartographié notre institution, Sylvie va vous en parler juste après, ce qui permet d'avoir une vision très systémique et très dynamique de l'institution. Nous sommes en train de décrire ces processus et nous avons imaginé une méthodologie maison inspirée de différentes méthodes pour évaluer tous les processus institutionnels, en ce compris les programmes. Et donc, on va y venir. Bon, voilà. En tout cas, c'est un essai de modélisation. On reste très modeste là-dessus parce que c'est complexe. Donc, voilà, voici une présentation de notre essai de scénario. La porte d'entrée que l'on a pris, c'est celle de l'évaluation des processus en considérant nos programmes de formation comme des processus parmi d'autres. Donc, je vais vous présenter la cartographie. Donc, en gros, la cartographie permet d'identifier la création de valeur. Comment répond-on aujourd'hui à l'exigence de nos parties prenantes? Comment pouvons-nous atteindre la satisfaction? Donc, quels sont les processus mis en œuvre au sein de l'institution pour atteindre la satisfaction des parties prenantes? Alors, vous remarquerez qu'il y a une petite rétroaction de la satisfaction des parties prenantes vers la qualité, parce qu'on a voulu montrer qu'il y avait vraiment quelque chose, qu'on devait la mesurer, cette satisfaction, et c'était pour vraiment mettre en avant cette idée d'amélioration continue. Donc, on a identifié nos processus métiers. Donc, notre métier, c'est quoi? C'est produire une formation initiale de qualité pour nos étudiants, également produire de la formation continue et de la recherche. Pour cela, de quoi a-t-on besoin? On a besoin de processus de management, à savoir des processus de gouvernance et des processus qualité, mais également de processus support, vraiment tout ce qui est attrait en fait à la fonction des différents services de la haute école. Donc, on a essayé vraiment de rassembler dans des méga processus. C'est clair que chacun de ces processus se décline en certains sous-processus, mais on a vraiment essayé de cartographier cette création de valeur, et c'est à ça qu'on est abouti pour l'ENALUX actuellement. Donc, on a cette cartographie, oui, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et comment construire un système d'évaluation qui n'est pas une usine à gaz, quelque chose qui épuise toutes les équipes, qui reste suffisamment dynamique et qui permet réellement d'évaluer pour évoluer? On s'est questionné sur la meilleure méthodologie possible, ou comment faire pour investiguer ces différents processus. Et donc, si on schématise un peu les différentes étapes, c'est clair que l'investigation d'un processus doit d'abord être commandée par l'autorité, à savoir notre collège de direction principalement. Et donc, on répond à une commande des autorités qui va prioriser les processus à évaluer en fonction des besoins de l'institution au moment M. Et ces besoins changent. Donc, c'est clair que l'investigation change d'une année à l'autre. Et d'autant que ça va faire tourner la machine, enfin que l'investigation des processus va permettre de faire tourner la machine.
La première étape est certainement de sensibiliser, d'informer les acteurs et d'identifier les acteurs des différents processus. On a imaginé de ne pas les surmobiliser, mais de travailler avec eux en 2 jours. Avec, dans un premier jour, une analyse du processus avec des critères prédéfinis, donc on revient à notre référentiel, et des outils d'intelligence collective. On dispose déjà d'une série de données, notamment des données statistiques. On a des informations documentées pour chacun de ces processus. Eh bien, on se plonge là-dedans et on analyse déjà une première fois ce que l'on a. Et quelque part, on identifie ce qu'on a besoin comme information. Et donc, notamment la conception de questionnaires pour interroger nos parties prenantes. Donc, s'il y a besoin de les interroger, si elles n'ont pas été interrogées récemment, je veux dire. Donc, on travaille à partir de ce qu'on a, on identifie ce dont on a besoin comme information, c'est l'objet du jour 1. L'administration des questionnaires et la synthèse des résultats se fait via le service qualité. Et pour l'information, on travaille notamment avec le logiciel Sphinx. Le jour 2, bien, on revient vers les équipes avec l'analyse des résultats et on identifie déjà des éléments pour remplir un SWOT et déjà des premières pistes d'action en lien avec le plan stratégique. Élaboration d'un plan d'action qui sera validé ensuite par le collège de direction et on organisera le suivi de ces plans d'action avec notamment un rapport annuel des différents pilotes. Donc voilà, au niveau schématiquement, au niveau d'un processus, comment on imagine les choses. Alors, je vous ai dit, les programmes de formation, c'est un processus parmi d'autres, mais c'est un processus complexe qui comporte beaucoup de sous-processus. Donc, comment pense-t-on réaliser les choses? Même chose, précision de la commande par les autorités et priorisation des programmes à évaluer. Évidemment, beaucoup de nos programmes ont déjà été évalués par l'AECES. Ils disposent de plans d'action. On ne va pas commencer par les programmes qui ont été évalués les plus récemment. Il y a parfois aussi des besoins parce que des programmes se réforment et donc parfois il faut les évaluer en priorité. Donc, priorisation, sensibilisation de la même manière, les acteurs. Jour 1, on a déjà toute une série de données, on a des statistiques, on a des enquêtes transversales, on capte l'ensemble des données, on analyse ces premières données et on identifie les données à produire. Jour 2, conception des questionnaires pour interroger les parties prenantes. Que veut-on, que doit-on savoir? Administration des questionnaires par le service qualité, avec comme objectif de pouvoir analyser l'ensemble des résultats et des données le jour 3 avec la réalisation d'un SWOT, la rédaction d'un rapport synthétique. Alors, on met jour 3, rédaction d'un rapport, vous imaginez qu'il y a du travail qui se fait entre les différents jours, hein, c'est certain. Le jour 4, ici, c'est l'évaluation externe, parce qu'on pense qu'il est vraiment important que dans le cadre des programmes, on puisse bénéficier d'un regard externe. Alors, comment doit-il être? C'est encore beaucoup de questions qu'on se pose. Est-ce que c'est du peer coaching qu'on doit pouvoir organiser? Est-ce que c'est faire venir des experts externes? Est-ce que c'est une rencontre avec les parties prenantes externes? Voilà, on est toujours en réflexion par rapport à cette optique-là, mais l'objectif, c'est évidemment d'avoir des recommandations, un regard externe sur nos fonctionnements et produire effectivement un plan d'action validé par le collège et mis en place dans le suivi. Et comment imagine-t-on le suivi, notamment des revues de direction qui permettent de revenir sur l'évolution des différents programmes de formation avec une perspective annuelle. Voilà. Donc, comment dans le temps est-ce qu'on le voit? Bien, l'évaluation institutionnelle fait un cycle de 6 ans. On se dit qu'elle ne doit pas être une couche en plus à la lasagne. Finalement, si on identifie X processus tous les ans, on identifie X programmes tous les ans et qu'on met en travail les équipes pour aller capter de manière ciblée et donc en fonction aussi de leurs priorités. Donc, X processus par an, X programmes, on doit pouvoir arriver à avoir une vision globale de notre institution sur un cycle de 6 ans, mais tout en accent effectivement sur ses besoins, sur ses optiques, sur son évolution propre. Donc, voilà comment on a schématisé cette évaluation sur ce cycle. Donc, Véronique, je te repasse la parole. En conclusion, une dia pour terminer.
Ben voilà, modestement, notre postulat ce serait de ne pas dissocier évaluation institutionnelle et évaluation programme pour toute une série de raisons citées ici. Nous estimons que l'évaluation institutionnelle offre une vision articulée, en fait, une intégration et une vision systémique. Le système d'évaluation est efficient, il offre une vision holistique de l'institution, il est intégré, il clarifie les liens entre les éléments du système, il permet une recherche de sens. Tous les processus institutionnels ont leur importance pour la création de valeur. Pourquoi isoler seulement les programmes dans des évaluations hachées ? Le renforcement du sentiment d'appartenance, c'était indéniable. Vraiment, cette évaluation et cette expérience a renforcé notre sentiment d'identité haute école et plus seulement 10 implantations. Il met en avant tous les membres du personnel, donc tous les membres du personnel administratif aussi, tous les processus support, et le système mobilise l'ensemble des acteurs. Il renforce la culture qualité, il offre une meilleure compréhension aux acteurs de ce qu'est la qualité. Et il a permis de diffuser aussi cette culture qualité. Nous sommes tous dans le même bateau et le PDCA a été stimulé. Pour exemple, nous n'arrêtons pas de recevoir des demandes d'enquête de la part des services qui voudraient mener des évaluations des services rendus dans le cadre de leur département ou service. Et donc, c'est intéressant, mais nous devons, à la limite, avec le collège, arbitrer ces demandes. Cela pose les questions essentielles. En tout cas, la venue des experts a permis un débat sur toute une série de thématiques telles que l'harmonisation des pratiques, la décentralisation et la centralisation, excusez-moi, il y a un D de trop, la question de la formalisation, de l'alignement, de l'implication des parties prenantes, du bien-être des membres du personnel et des étudiants, des ressources, etc. En fait, on s'est rendu compte aussi que l'évaluation institutionnelle a des effets démultiplicateurs, des actions, des projets à mettre en place, car l'institution est vraiment le moteur, comme ça a été déjà dit, la gouvernance était le moteur. Et donc, il y a beaucoup de possibilités d'économie d'échelle dans les projets mis en place. Et enfin, c'est moins chronophage, nous semble-t-il, parce qu'il n'y a pas cet aspect redondant des évaluations programmes avec toute la dynamique à mettre en place, commission d'auto-évaluation, rédaction d'un DAE qui est souvent très long, les visites à organiser. Ici, un seul rapport, moins de charges administratives. Et notre proposition, c'est que pour que cela fonctionne, il faut travailler avec l'agence sur le principe de confiance, comme ça se passe dans la simplification administrative à la région wallonne. Lors de l'évaluation institutionnelle, et ça a été dit d'ailleurs par Nadine Postio, de temps en temps, quelqu'un vient poser un regard. Mais cette évaluation, elle se passe pendant 6 ans. Il y a ces évaluations de processus et de programmes, ils ont lieu tous les ans, régulièrement. Mais une fois tous les 6 ans, l'agence vient poser un regard. Et pourquoi pas aller screener de manière plus précise 1 ou 2 programmes pour mesurer ce déploiement. Voilà, nous terminons ici. Je vous remercie de votre attention. Et alors, Sylvie va vous proposer un petit sondage. Alors, je ne sais pas si il nous reste 10 minutes. On va essayer de lancer le WooClap. Donc, je vous propose en fait de vous connecter. Je ne sais pas si vous connaissez le système WooClap. Vous ouvrez une fenêtre sur votre browser et vous mettez www.wooclap.com. Moi, je vais me connecter de mon côté pour lancer les différentes questions. Attendez, et donc, ce qu'on aurait voulu savoir, c'était votre avis sur la proposition de scénario. En fonction de votre réalité institutionnelle, en fonction de ce que vous en avez compris, entendu, bien, quels sont pour vous les avantages et les inconvénients que vous identifiez en fait à ce système. Et il y en a certainement autant d'avantages que d'inconvénients, puisqu'on est dans des systèmes institutionnels très différents. Alors, j'essaierai de vous montrer les nuages de mots s'ils n'apparaissent pas sur votre écran. Donc, voilà, donc vous pouvez mettre des morceaux de phrases relativement courtes ou des mots, mais ça nous permet en fait d'identifier ces avantages.
Simplement, est-ce que vous voyez le nuage de mots apparaître? Non, ok, donc je partagerai mon écran. Oui, on voit toujours la diapo. Donc là, voilà. vous voyez? Oui, voilà, là maintenant c'est bon. Là maintenant c'est bon. Pour certains, s'ils veulent, moi je me suis connectée avec mon téléphone, c'est parfois plus facile. Oui, c'est assez simple, c'est très... Le QR code et voilà. Alors, ce que je ferai, c'est que j'intégrerai ce nuage de mots au sein de la présentation et je la renverrai à l'AECS. Comme ça, vous garderez la trace également de ce nuage de mots. Merci. Donc, une deuxième question sera les limites. Okay, je vois qu'il y a des mots qui arrivent encore. Vous pouvez également liker les mots des autres, si vous le désirez. OK. Alors, il nous reste 5 secondes et l'image va apparaître. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit le plus? Systémique, structure, intégration en grand, cohérence, fit for purpose, gain de temps, autonomie. Enfin, voilà, quelques mots. Je vais lancer donc le deuxième lien WooClap concernant les limites maintenant de ce scénario. Oui, voilà, donc il est en cours. Donc normalement, vous avez dû le recevoir sur votre ordinateur. Même chose, des petites propositions, des mots, et le nuage va être généré normalement en direct. Voilà. Donc, même chose, vous pouvez liker les propositions des autres.
Alors, il reste 10 minutes et puis 10 secondes, pardon, et le nuage va se figer. Ok, donc on voit que les principales limites qui ont été relevées tiennent aux ressources humaines, certainement, donc important moyen RH. La complexité aussi du modèle, le temps qui doit, je suppose, le temps qui doit lui être donné, l'adhésion, les coûts, les ressources. Donc voilà les principales limites. Donc de la même manière, je prendrai une photo du nuage et je l'inclurai dans la présentation. Je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu. Et on reviendra, donc il est 58, on va laisser la place donc aux autres personnes, mais on répondra avec grand plaisir à vos questions. Voilà. Merci beaucoup Sylvie et Véronique pour cette présentation. Effectivement, je propose qu'on enchaîne immédiatement. On va garder vos réponses, vos questions, pardon, elles sont dans le chat. Qu'on enchaîne immédiatement avec l'autre présentation de la Haute École Ferrer. Donc, on passe d'une réalité, d'un écosystème de 3 provinces wallonnes à une réalité, un écosystème au cœur de Bruxelles. Donc, c'est vraiment très intéressant et on posera toutes les questions après la deuxième présentation. Je ne sais pas si Roland est prêt ou si c'est lui qui présente ou quelqu'un d'autre de l'équipe. Ça dit présente, mais c'est Régine qui commence, non? D'accord, ça va. On vous cède la parole. On a Sylvie à l'écran. Ah. C'est Roland qui doit faire son partage d'écran. Voilà. Est-ce que c'est partagé? Il était partagé, il ne l'est plus. Voilà, il est de nouveau. Oui, là c'est OK. En ce qui me concerne, je vois voilà. bien les diapos. Oui. Est-ce que Régine est présente? Non, il n'y a plus de partage d'écran. Évidemment. Ah oui, évidemment. J'ai dû recommencer du coup de ça. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Là c'est bon, il ne faut plus toucher à rien. Bien, alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde et merci d'accepter de nous recevoir. Nous avons décidé de travailler à 3. Et donc, je vais simplement introduire le PowerPoint. Madame Kaloums, la directrice présidente aux en fonction de la Haute École Francisco Ferrer, poursuivra le PowerPoint, la description et le contenu du PowerPoint, et je reprendrai la main pour expliquer la manière dont nous avons travaillé, Rolando étant en soutien, puisque j'ai quitté mes fonctions en tant que coordinatrice qualité au 1er septembre et Roland a repris les fonctions de coordinateur qualité au 1er septembre. L'intitulé que nous avons voulu donner à cette présentation réside dans son titre, Participation à la phase pilote de l'évaluation institutionnelle avec une nuance, une expérience parmi d'autres. Il s'agit bien d'un témoignage, le nôtre, et pas de recette à appliquer comme telle. La suivante, Roland, si tu veux bien. Ou un sous-titre, c'est plutôt comment articuler la démarche qualité institutionnelle qui est nouvelle aux démarches qualité programmatique existantes. Et de nouveau, on parle d'une expérience en espérant que cela ouvre la porte à un certain nombre de champs de possibles. Dia suivant. Dia suivante, Roland. Merci. Roland.
désolée, mais je n'ai pas la maîtrise du partage de l'écran, donc je ne peux pas activer. Voilà. Mais donc voilà, je poursuis en vous présentant en fait le paysage dans lequel évolue la Haute École Francisco Ferrer. Et donc, par un préambule, après je vais laisser Anne continuer pour les suivants. Donc, ce préambule... On n'entend plus rien du tout là. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui. Donc, en fait, je disais que je plantais le paysage dans lequel évolue la Haute École Francisco Ferrer. Et je vais me permettre d'utiliser le même terme que Sylvie Navarre a cité tout à l'heure. En fait, c'est expliquer dans quel écosystème nous sommes. Donc, en fait, la Haute École Francisco Ferrer est une petite école, si on peut l'appeler comme ça, 3500 étudiants, 400 profs, 5 départements, située donc, comme Madame Van Loon l'a dit aussi, au cœur de Bruxelles, même si une des entités est située au fin fond de Laken, qui est à 3/4 d'heure du centre, où sont situés les autres départements. Rien à voir avec la structure d'Enalux, qui est sûrement beaucoup plus dispersée. Donc, voilà. Donc, nous offrons, je ne vois plus le partage d'écran, mais ce n'est pas grave, nous offrons donc des formations tant de bac que de master, avec en fait des services transversaux très forts, dédiés à l'accompagnement des étudiants, des enseignants. Par exemple, le SAME, qui est un service d'accompagnement et d'aide aux métiers d'étudiants. C'est une émanation du SAR, de l'ancien SAR. Nous avons une cellule d'appui pédagogique aux enseignants. Nous avions aussi développé de nouvelles structures comme un gestionnaire de projet, et sommes orientés qualité dans la mesure où chaque département et chaque service établit ses objectifs, met en œuvre un plan d'action, donc agit, et ensuite rend des comptes en co-évaluation de ces actions sous forme d'entretien fonctionnel et de rapport à la direction. Vous avez encore les dias sous les yeux? Dia suivante. Voilà. Voilà, dia suivante. Donc ainsi, nous avons l'expérience d'évaluation programmatique qui sont donc montrées sous forme d'un tableau dans la dia suivante. Toutes les sections sont passées au travers de ces évaluations, y compris des cursus en co-diplomation, y compris certaines sections qui ont été évaluées plusieurs fois. Et donc, en fait, j'ai personnellement vécu de l'intérieur la première évaluation de 2010, qui était en fait une photographie de l'année académique 2008-2009. Dia suivante. On peut faire quelques constats, notamment la nécessité de réactiver les CEI après les évaluations programmatiques où le soufflet retombe. Et donc, vraiment, on constate un gap d'intérêt. Et M. Fabrizio Colliani, ce matin, parlait effectivement de cette difficulté de garder la motivation, d'où l'intérêt de combiner les deux, comme disaient nos collègues d'Enalux ce matin, et d'arriver à intégrer les deux types d'évaluation. Nous avions aussi donc constaté une variabilité dans la récolte, l'archivage, l'autonomie des coordinateurs, des coordonnateurs, qui dépendait en fait d'une perception inégale des plans de suivi et des coordinations. En fait, c'est lié également aux personnes, à leurs possibilités d'investissement. Et donc là aussi, nous avons beaucoup parlé de ressources humaines ce matin. Et donc, en fait, c'est lié à la personne, au coordinateur qualité institutionnelle, mais aussi, et ça a aussi été décrié ce matin, le fait qu'il y ait un turnover ou une rotation des coordonnateurs qualité pour lesquels c'est écrit dans leurs attributions, mais sous forme de mission. Et donc, ils ont
des temps inégaux en fonction des départements pour s'occuper de la qualité. Nous voyons aussi une forte rotation des représentants étudiants. Nous avons plus de bacs que de master et donc 3 ans ou 4 ans en fonction des filières. C'est néanmoins très court pour s'investir dans la représentation étudiante. Et en fait, parallèlement à ces rouages-là, nous constatons aussi la difficulté de vivre avec les contraintes structurelles ou conjoncturelles que sont les modifications décrétales, les contraintes organisationnelles ou temporelles liées à des événements de vie des personnes, en fait. La suivante. Et donc, nous avions quand même un fil conducteur, une devise. La culture qualité n'est pas une simple évaluation des performances, mais plutôt un changement de mentalité visant à entreprendre jour après jour des actions en faveur de la qualité. Donc, elle ne vient pas de nous, elle vient du SPF Santé publique, mais moi, je viens du département paramédical au départ. Et donc, elle me parle très fort, cette devise. Nous sommes, ou nous avons été vus comme une organisation bienveillante, proche des étudiants, disponible, mais surtout une organisation apprenante dans la mesure où nous essayons donc de nous appuyer sur ce processus qualité pour s'améliorer en permanence. Par exemple, nous espérons ainsi créer un compendium qualité. Nous avions intégré les ESG dans notre plan stratégique, qui fut un fil conducteur. On travaille au suivant, en fait, pour le moment, mais donc c'est pour ça que je parle au passé, qui fut un fil conducteur, un regard croisé. Et on peut aussi parler d'analyse systémique, comme l'a cité Véronique Gérard tout à l'heure, pour nos plans d'action, car tout est dans tout, effectivement. Je repasse la parole à Anne, qui va poursuivre plus en profondeur les focus sur ces démarches. Merci. Merci Régine. Et donc, effectivement, ce premier point ou cette première description montre en réalité pourquoi nous avons décidé à l'instant T de nous lancer dans l'évaluation institutionnelle. Nous pensions que nous avions effectivement en main un ensemble d'éléments qui nous permettaient de lancer cette démarche. Et donc, quel était notre défi, quelle était notre méthodologie, ou quels ont été les outils que nous avons construits, quelle était notre ambition, vont être les points que nous allons développer maintenant. Donc, dia suivante. Notre démarche, le souci de participer à la phase pilote de l'évaluation institutionnelle résultait du fait que nous travaillons depuis tout le temps, en tout cas moi je l'ai constaté quand j'ai repris la fonction de coordinatrice qualité, à tenter de faire adhérer les collègues, les parties prenantes, les enseignants, la direction, les étudiants, les employeurs à la démarche qualité, se l'approprier, accepter d'y participer et collaborer. Et tout cela était possible parce que dès le départ, notre plan stratégique avait déjà intégré des éléments des ESG, ce qui nous permettait d'avoir un fil conducteur. Donc, notre méthodologie a été mise en place assez rapidement parce qu'une fois que nous avons été acceptés dans la démarche d'évaluation institutionnelle de la qualité, il s'est avéré que nous faisions partie de la première phase et que dans notre structure, tout texte qui émane de l'institution doit être approuvé par l'ensemble de nos instances, à savoir le collège de direction, le conseil pédagogique, le conseil d'administration, avant de pouvoir être déposé. Donc, nous n'avions en réalité pas 12 mois pour rédiger le dossier d'auto-évaluation institutionnelle. Nous avions en réalité 3 mois pour le rédiger, 3 mois pour le faire approuver et pouvoir le déposer en juin 2019. Donc, j'admire beaucoup les possibilités de nos collègues d'Enalux qui ont pu faire des focus group, qui ont pu se lancer dans une réflexion. C'est un travail extrêmement intéressant et qu'on peut toujours faire parce que la qualité, c'est 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Mais nous avons décidé de partir de l'existant, de ce que nous avions pour faire la description de nos actions, l'analyse réflexive de ces actions et les développements potentiels. Donc, notre méthodologie a été une phase de questionnement pour rassembler les données en vue de dresser un état des lieux et d'envisager une analyse qui permettait de délivrer des pistes d'amélioration. Dia suivante.
Pour ce faire, les informations, on pouvait les récolter par rapport à l'existant. Nous avions depuis plus de 10 ans des évaluations programmatiques, des enquêtes en tous sens au niveau des programmes et des cursus. Nous avions des indicateurs, nous avions engagé un analyste statisticien qui nous permettait aussi de nous poser un certain nombre de questions par rapport à certaines pratiques. Et donc, pour récolter toutes ces informations, nous avons décidé de travailler sur une méthodologie assez dynamique, à savoir partir de tous les ESG, à l'exception du dernier, puisque nous n'avions pas demandé une approche globale, et à raison de 1 ESG par semaine, d'interroger les directions par le biais du collège de direction, chacun retournant au conseil de département dans lequel siégeaient des enseignants et des étudiants pour récolter les informations par ESG. On peut alors regarder la dia suivante. Ces dias sont relativement petites et j'en suis désolée au niveau de la projection, mais vous y aurez accès et elles ont été, la démarche en tout cas a été proposée déjà sur le site de l'agence qualité dans la partie co-construction. Et donc, regardez ici, l'idée c'est que par ESG et par département, la question qui était posée, c'était de faire référence, de rappeler le contenu de l'ESG et les lignes directrices, de faire référence à l'existence de cet ESG dans notre plan stratégique qui était le Pulsar, et de demander aux collègues, par le biais du collège de direction et donc de chaque directeur de département, de décrire au niveau institutionnel et au niveau de la catégorie, on appelait catégorie, on dit département maintenant, ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas et ce qu'ils auraient voulu que l'on puisse mettre en place. Et donc, au départ d'un ESG avec des indicateurs identifiés ici, une référence au plan stratégique, poser un diagnostic sur l'existant, tel qu'il se fait, tel qu'il ne se fait pas, et tel qu'on aurait l'ambition qu'il puisse se faire. Une fois que chacun rentrait son petit travail hebdomadaire, je me chargeais, moi, de faire une consolidation des avis de tous les départements pour rédiger, ou commencer en tout cas, la rédaction de l'analyse descriptive de ce que nous faisions dans notre établissement. On peut passer à la dia suivante pour montrer cette consolidation. Une fois que chacun avait rendu son avis, je repars ici sur un autre ESG que le précédent, des questions de confidentialité ou pas, mais montrer en fait ce que l'on a fait. Donc, au départ d'un autre ESG, référence toujours à l'ESG, description du structurel, description de l'organisationnel, et restait en suspens l'analyse réflexive et les pistes d'action qui, une fois que la description était validée, pouvaient être travaillées. Dia suivante. Merci Roland. Revient à une situation plus petite, merci. En faisant cela, il est intéressant de constater en fait qu'on avait un certain nombre d'atouts au sein de notre institution, c'est qu'effectivement on a un service dédié à la qualité, et autant Enalux a suggéré de modifier le nom et de le transformer en appui à la qualité, nous depuis toujours, nous n'avons jamais appelé notre service qualité, mais nous l'avons toujours appelé service de coordination de la qualité, avec une dimension qui était une dimension d'accompagnement. Nous n'avons jamais, au sein de l'institution, pris en charge, par exemple, la rédaction des dossiers d'évaluation des programmes. C'était un coordonnateur qualité au sein du programme qui rédigeait, mais le service qualité a toujours été en appui, à l'écoute, au partage des bonnes pratiques lorsqu'elles existaient ou lorsqu'on pouvait les développer. Nous avons aussi un énorme atout, c'est que dans toute la démarche qualité, nous avons toujours eu le soutien du pouvoir organisateur. Du reste, un membre du pouvoir organisateur participait à nos premières réunions de commission d'évaluation institutionnelle de la qualité, autant du collège de direction, au point qu'on a décidé d'insérer un point qualité dans les ordres du jour de tous les conseils, que ce soit le collège de direction, que ce soit le conseil de catégorie devenu conseil de département, que ce soit le conseil pédagogique, voire même le conseil d'administration. Nous avions une expérience d'auto-évaluation de la qualité au sein des départements et des cursus, mais qui rencontrait les mêmes critiques, les mêmes difficultés que celles qui ont été évoquées déjà ce matin ou rappelé dans le début de ce PowerPoint, mais avec une tendance à vouloir déjà
créer des cellules qualité par département, prenant conscience que chaque cursus rencontrait les mêmes problématiques et qu'au sein d'un département, plutôt que de travailler par cursus, il était déjà intéressant de uniformiser les pratiques et de travailler ensemble au sein d'un département. On a évidemment l'avantage d'avoir un collège de direction centralisé avec une structure qui nous permet de nous rencontrer facilement, de nous croiser, de discuter à différents moments de points qualité pour résoudre les problèmes assez rapidement. Nous sommes dotés de services généraux et transversaux et nous avions, c'était notre avantage, un plan stratégique qui a vécu les années, des années 15 aux années 20, qui va être en passe, qui va être revu, mais pour lequel nous attendions effectivement une analyse institutionnelle pour définir un certain nombre d'éléments importants qui pourront l'alimenter pour le futur. Et nous avons aussi une fonction de coordinateur qualité pour lequel la description de fonction qui en a été faite a vraiment évolué vers cette posture d'accompagnement au service finalement des collègues au sein de l'institution. Et nous avons été reconnus, les experts nous l'ont redit, comme une organisation apprenante, acceptant la notion d'auto-évaluation. Elle a été démystifiée, ça a été dit à plusieurs reprises dans différents rapports, et nous permettant d'évoluer. Ceci étant, nous avons quand même toujours, et comme toutes les institutions, un certain nombre de points d'attention. Ce sont les enjeux qualité au niveau européen, c'est l'enseignement à l'horizon 2030, c'est la mobilité qui n'est pas suffisamment développée chez nous. Nous avions il y a quelques années, pas de service de recherche, il a été développé. Nous avons structuré nos processus organisationnels, notamment au niveau informatique, et cela nous a bien aidé au moment de la pandémie. Nous avons une véritable culture d'auto-évaluation, avec cette volonté de collaborer et de coopérer, qui a été aussi un fil conducteur dans le lancement du processus d'évaluation institutionnelle. Nous avions en effet initié, avant de nous lancer dans ce processus, une volonté de créer une dynamique qualité au niveau des services généraux, partant de l'idée que si l'évaluation des programmes était importante, l'évaluation des services généraux et la manière de faciliter le travail au sein des services généraux était quelque chose de très important. L'efficacité de la communication, c'est 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Nous avons fait beaucoup d'efforts dans la communication, mais force est de constater que c'est toujours un point de difficulté qui est relevé par de nombreux experts dans de nombreux rapports. Et notre participation des étudiants, Régine l'a rappelé, nos étudiants tournent beaucoup, nous avons des cursus assez courts et la participation des étudiants est certainement quelque chose que nous devons encore améliorer. Alors, notre démarche, effectivement, est partie de l'idée que, puisque nous avions déjà un ensemble d'outils, que ce soit le plan stratégique, les plans d'action des différents cursus, les rapports de synthèse de l'agence qualité et surtout les analyses transversales et tout le travail qui est fait au départ de ces analyses transversales avec le compendium des bonnes pratiques, par exemple, les rapports d'activité de la haute école qui relatent tout ce que nous faisons chaque année par année académique, les évaluations de cursus qui sont venues remplacer nos évaluations des enseignements, sachant que les évaluations des enseignements sont laissées à la liberté des enseignants chez nous avec des bases de données de questionnaires mises à disposition et un service d'accompagnement pédagogique qui est prêt à aider les enseignants qu'ils souhaitent, mais une évaluation des cursus qui est institutionnelle et qui permet en regard croisé d'avoir à la fois les avis des étudiants sur les cursus, mais aussi les avis des enseignants, afin de voir les points d'approche commune et les points de différenciation entre les perceptions des uns et des autres, différentes enquêtes menées à différents moments, la pandémie ayant initié pas mal d'enquêtes, et les ESG. Nos collègues sont partis, et plusieurs établissements sont partis des EFQM. J'ai envie de dire que peu importe le choix du modèle que l'on utilise, l'idée c'est d'avoir un fil conducteur qui soit le même au niveau du plan stratégique, des plans d'action, du plan d'action institutionnel et des plans d'action programmatiques. Et pour ce faire, l'idée était de dire aux différents départements et aux différents cursus, partez de tout ce dont vous avez besoin, regardez la documentation dont vous disposez qui permet d'alimenter certains indicateurs, utilisez les ressources à disposition au niveau de l'EQUES ou au niveau de la haute école pour, par année et par cursus, rédiger un portfolio
qui explique pourquoi vous avez décidé une année donnée de développer tel point plutôt que tel autre, que ce soit les évaluations de programmes, les enquêtes auprès des alumni, l'organisation d'un colloque, le développement d'une recherche, ou quelle soit la mise à jour d'un élément du plan d'action avec l'identification des actions de l'année et une conclusion. Et si on arrivait à mettre ceci en place, c'est un outil qui a été proposé, certains cursus l'ont adopté, d'autres étaient en réflexion, je répondrais au rêve de Mme Postio ce matin, qui était de dire, finalement, si on arrive à mettre cela en place, plus besoin d'initier des rapports d'évaluation, des rapports de suivi. Nous pourrions accueillir à n'importe quel moment un expert externe qui viendrait voir la manière dont nous travaillons et qui pourrait identifier notre démarche qualité. La suivante. Alors, notre ambition, quand nous étions à ce stade-là, c'était de dire, OK, on a un défi, on a défini notre méthodologie, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Eh bien, c'était arriver à rédiger ce dossier d'auto-évaluation. On peut passer à la dia suivante. Et pour ce faire, arriver à démontrer qu'on pouvait articuler les ESG et le plan stratégique au niveau institutionnel, mais aussi au niveau de tout le travail qui avait été fait par les équipes dans les analyses programmatiques des années précédentes. Il n'était pas question de laisser tomber toute cette masse de travail, mais au contraire de démontrer que tout est dans tout, comme le disait Régine, et que l'ensemble est coordonné. C'est ce regard croisé en référence aux ESG par rapport à ce qui avait été fait dans les évaluations programmatiques qui nous montre qu'effectivement, nous pouvons poursuivre notre ligne commune. Nous avons donc décidé de faire un appel pour constituer une CEI institutionnelle. Nous avons à rédiger un plan d'action institutionnel articulé au nouveau plan stratégique. Et là, nous allons utiliser évidemment les recommandations des experts par rapport à notre rapport d'évaluation institutionnelle, mais aussi à l'ensemble des évaluations institutionnelles des 17 établissements qui ont participé à cette phase pilote, et à vérifier si effectivement nous pouvons articuler le plan d'action institutionnelle de la haute école avec les plans d'action des cursus et des départements. L'appropriation du portfolio ou d'un autre outil qui permettrait de pérenniser la démarche sera aussi notre ambition. Alors, comment pérenniser la démarche en X+1? C'est la dernière question que je me suis posée et c'est la question que j'avais posée aux experts et au président des experts avant la visite des experts. C'est de partir du principe et dans les bonnes pratiques qu'ils ont identifiées, c'est véritablement de rédiger un compendium de la qualité sur base du modèle des 5 W, qui sont ces questions que se pose ou que devrait se poser tout journaliste quand il rédige un article, mais qui est repris aussi dans tous les processus qualité. Who did what, where, when and why. Tout cela dans une démarche participative et bienveillante visant toujours à la co-construction. Nous sommes dans une démarche formative et pas dans une démarche certificative. Et en veillant à archiver la mémoire collective, la preuve en est, une personne quitte une fonction, un événement de la vie nous fait perdre un collègue. L'ensemble du travail qui a été réalisé est un outil dont la richesse n'est pas à définir. Elle existe, il faut pouvoir l'utiliser et surtout communiquer et rendre l'ensemble des éléments de la démarche qualité accessible à tous. On a trop souvent rencontré des collègues qui étaient frileux par rapport à la démarche qualité parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. En communiquant sur cette démarche qualité, en montrant, en étant ouvert sur les éléments qui constituent cette démarche qualité, on montre la démystification de cette démarche qualité et on permet aux collègues d'avoir accès à des outils qui leur permettent ou de les convaincre que leurs pratiques sont les bonnes et de les aider à poursuivre dans leur démarche ou de leur donner des outils pour proposer d'autres éléments. Cette démarche qualité vise évidemment à se développer et au plus des acteurs qualité seront investis dans l'institution, au plus nous pourrons utiliser les éléments de pollinisation. Nous devons reconnaître que la construction est lente, mais elle est bien enracinée dans notre haute école. En tout cas, la démarche est aujourd'hui perçue comme quelque chose de motivant et d'enrichissant.
et elle a pour objectif de faciliter et d'améliorer et non pas de contrôler et de sanctionner. Tout cela dans le respect de nos valeurs, avec beaucoup de patience et d'humilité. Alors, quelques outils collaboratifs, j'avais commencé en disant que ce que nous présentions ici, c'est un témoignage et pas des recettes, que nous allions vous présenter des pratiques. Je ne dis pas qu'elles sont des bonnes pratiques, elles sont simplement des pratiques qui ont existé à un instant T, que nous avons utilisées, et mon collègue Roland nous dira si on peut les poursuivre ou si d'autres choses sont nées au départ de ces différentes pratiques. Alors, une première pratique, je les lis simplement et puis vous allez voir que je vous en ai montré quelques images. J'ai beaucoup travaillé avec des mind mapping reprenant des hyperliens vers des ressources parce que ça permet à n'importe qui, à n'importe quel moment, d'avoir une photographie de notre démarche qualité et en cliquant sur les hyperliens, d'avoir accès aux éléments dont on a besoin. Les cursus ont envie d'avoir une information sur le rapport qui a été rédigé il y a 5 ans, ils n'ont pas envie de repasser à travers tous les rapports qui avaient été faits dans les autres cursus. En un seul clic, ils peuvent accéder aux ressources de leur cursus. Mais ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, aller voir les ressources des autres départements. Un regard croisé des ESG et des plans d'action des différents cursus est un petit exercice que j'ai fait à titre individuel et qui devrait être peaufiné, mais qui montre effectivement que quel que soit le moment où les plans d'action étaient rédigés dans les différents départements, ils répondaient à une réalité existante à ce moment-là dans le département, mais qu'on pouvait en tout cas retirer des indicateurs communs et du coup des pistes d'action communes aussi à la haute école. Pour communiquer au niveau de la démarche qualité, un SharePoint est un outil extrêmement intéressant puisqu'il permet de partager à la fois tout l'historique de pourquoi on s'est lancé dans la démarche institutionnelle, mais aussi les outils et aussi toute la structure de notre démarche qualité. Le fameux outil Geniali nous a permis aussi de manière assez didactique de rédiger des infos qualité qui permettent de communiquer et de nouveau donner en un seul point des éléments sur la qualité. Et l'outil Teams a été particulièrement intéressant dans la rédaction ou dans la constitution, la communication des éléments pour une CEI institutionnelle. Alors, quelques petites images, quand on vous dit mind mapping, c'est certainement pas le meilleur, mais l'avantage, c'était que en cliquant sur des éléments qui apparaissaient ici, alors là, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner ou pas, parce que moi, mon compte n'est plus accessible, mais peut-être que oui, en cliquant sur F-cliquer et entrer, vous aviez accès au rapport d'activité de la Haute École Francisco Ferrer. On n'est pas obligé d'aller dans le détail, hein. On montre simplement ici qu'on utilisait un certain nombre d'éléments. Le rapport d'activité annuel, en cliquant dessus, on avait accès, les indicateurs, les différents plans d'action, et le tout fonctionne sur la boucle, évidemment. On repart du plan stratégique pour arriver à une analyse du plan stratégique et repartir vers un autre élément en utilisant toutes les données qui existent au sein de la haute école. On ne réinvente pas les choses, on utilise le travail de l'ensemble des collègues. Une autre image nous montre ces regards croisés au niveau des ESG donc, et des différents plans d'action des départements. Là, je suis partie en fait des différents départements, des différents ESG, et j'ai été rechercher dans les différents plans d'action l'ensemble des éléments en essayant de les remettre dans les ESG correspondants. Alors, on voit effectivement que selon le département, certains ESG sont analysés et d'autres le sont moins. Tout est toujours lié au moment où l'analyse d'auto-évaluation a été faite et où les critères étaient plus pertinents ou moins pertinents. Mais une fois que cette analyse est faite, on peut, dans la dia suivante, montrer que une fois qu'on a repéré les ESG pour chaque département, on arrive, en rassemblant tous ces éléments, à identifier des indicateurs communs et au départ de ces indicateurs communs, à identifier des actions qui peuvent être plus ou moins pertinentes. Le troisième tableau montrant qu'effectivement, au niveau de la gouvernance et du pilotage stratégique, on parvenait à dire que les éléments les plus prégnants, ou en tout cas à développer au sein de notre département, étaient l'internationalisation et l'aide à la réussite. Alors, cette analyse a été faite à un instant T, elle doit être revue puisque cette analyse qui a été faite il y a 2 ans implique nécessairement une actualisation. Mes collègues ont vraisemblablement travaillé à ces différents plans d'action et ont déjà pas mal amélioré à la fois l'internationalisation ou l'aide à la réussite.
L'exemple suivant montre aussi que l'ensemble des éléments ne fait qu'un, puisque si on part du dossier d'auto-évaluation institutionnelle de la haute école, qu'on a pu l'articuler avec les ESG et les plans d'action des différents départements ici, que si chaque département utilise un portfolio suivi qualité en repartant des différents ESG, on peut alimenter les besoins ou les avantages et les inconvénients, les forces et les faiblesses qu'on a pu identifier ici, en développant des colloques, des projets de recherche, etc., pour repartir vers une analyse du plan stratégique et du plan d'action institutionnel, la boucle étant bouclée. Ceci montre le dossier d'auto-évaluation institutionnelle par le biais du SharePoint, où en cliquant effectivement, on peut accéder à la démarche qualité au sein de la haute école. Les outils qui sont présentés ici, ce sont les différents dont je vous parle. Et le dernier, merci Roland de l'avoir ouvert, le SharePoint est là. Si on ouvre simplement la démarche qualité au sein des départements et des cursus, cela peut vous montrer la manière dont nous avons travaillé et qui montre, si tu descends sur la gauche, voilà, par exemple en prenant ici, bachelier de type cours en économique, si on ouvre un seul document, ce document permet par un simple clic d'accéder aux différentes dates des évaluations qualité qui ont été faites pour un cursus donné, en prenant à la fois le rapport d'auto-évaluation, le rapport final de synthèse, l'analyse transversale, le plan de suivi. Et l'idée est de permettre en fait à toute personne, à tout moment, de savoir quand sera la prochaine visite des experts et de continuer à alimenter ce tableau par les éléments qui peuvent effectivement donner des éléments qualité. Ici, le tableau nécessite d'être mis à jour, mais l'idée est là, c'est de dire que chacun peut, pour tous les cursus, aller trouver des informations et voir à tout moment où on se trouve dans la démarche qualité. On peut revenir au PowerPoint. Merci Roland. Le SharePoint étant accessible à toute personne intéressée par la démarche qualité, il doit être inscrit, il n'est pas ouvert à tout le monde, mais enfin, il est ouvert à toute personne qui en fait la demande, mais il faut demander effectivement de pouvoir y accéder. Dia suivante, c'est un mind mapping qui a été réalisé après la visite des experts et avant la rédaction du rapport final, dans le but de communiquer le plus rapidement à l'ensemble des acteurs de la haute école ce qui avait été fait en termes, ou l'avis des experts en tout cas. Et donc, selon le principe du mind mapping, en passant la souris sur un certain nombre d'éléments, nous donnions déjà un premier avis des experts et nous ouvrions la porte vers ce qui était à réaliser, ce qui permettait de communiquer sur la démarche qualité rapidement, en donnant l'envie évidemment aux collègues de venir nous rejoindre dans cette formidable aventure. Merci Roland. Dia suivante. Pour conclure, je n'ai pas résisté évidemment à plusieurs reprises ce matin. On a parlé des comités d'experts en insistant sur le fait qu'un comité n'est pas l'autre. Nous avons eu la chance d'avoir un comité extrêmement bienveillant et je ne résiste donc pas à reprendre ces phrases de Jacques Lanares qui sont des phrases qui rassurent et qui dans la démarche qualité sont extrêmement importantes, à savoir les processus qualité doivent être liés à des valeurs, à des priorités qui forcément diffèrent d'une institution à l'autre, raison pour laquelle ceci est un témoignage et non une recette, est un ensemble de pratiques qui peut-être sont des bonnes pratiques, mais certainement doivent être adaptées à la fois à l'institution et à la temporalité. Deuxième phrase qui me semble extrêmement importante, il n'y a pas de culture sans adhésion, sinon on se limite à appliquer des règles. Et donc le premier travail, j'ai envie de dire, d'un coordinateur qualité, c'est d'obtenir l'adhésion de ses collègues et d'être là en soutien à la démarche, en accompagnement à la démarche qualité. Face à la démarche qualité, il faut à tout moment rester humble et modeste. La pandémie nous l'a montré. Nous étions dans une démarche d'auto-évaluation institutionnelle. Nous avons déposé notre rapport en 2019. Les experts ne sont venus qu'après 2 reports de la visite. Et donc, quand ils sont venus nous voir, c'était plus d'1 an après le dépôt du rapport. Nous avons revu notre copie. Nous avons rendu aux experts une page de mise à jour, si vous voulez, de ce qui avait été fait pendant la période de la pandémie.
Et force est de reconnaître que si notre ambition était de développer un élément X, la pandémie nous a obligés à développer un élément Y, qu'à cela ne tienne, c'est très bien. Nous l'avions dit au départ, nous ne sommes pas dans une évaluation des performances, mais dans un changement de mentalité qui vise à entreprendre des actions en faveur de la qualité. Mais nous l'avons fait, peut-être pas dans la ligne que nous nous étions donnée, mais nous avons pu nous adapter, rebondir et poursuivre notre chemin. Et puis, cette dernière phrase qui est quand même parfois rassurante, parfois un peu stressante quand même, quand il y a un changement culturel, il ne se passe rien avant 5 ans. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la phrase, mais elle est rassurante en se disant que 100 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Il ne faut pas se décourager, la qualité, elle est là, elle est dans tout, et le travail de chacun, en tout cas au sein de notre institution, le montre tous les jours. Merci pour votre attention. Je montre ce petit point parce que tous les PowerPoint que je présentais dans les démarches qualité et quand il fallait aller faire une présentation qualité, je terminais toujours en disant envie de partager, envie d'échanger, envie d'un chocolat. Et j'invitais les gens à me rejoindre dans mon bureau parce que certains n'osent pas poser la question, certains n'osent pas s'exprimer en public et pourtant ont plein d'idées, plein de bonnes choses à partager. Et le chocolat, je vous assure qu'un pot de chocolat à côté d'un bureau, c'est quelque chose qui marche très bien pour développer la qualité. Merci à vous. Merci Anne, avec donc un énorme pot de chocotoff sur son bureau, comme elle vient de le dire, qui était extrêmement tentant. Merci à tous les trois. Merci à tous pour ce double partage d'expérience. Je trouve qu'on ressent au travers des propos qu'il y a 2 établissements qui sont vraiment très engagés, 2 équipes qui sont impliquées pour faire chacune évoluer le projet de leur haute école, renforcer l'identité, la culture des qualités, intégrer des modes de fonctionnement propres. Alors, il nous reste, allez, on va dire 5-10 minutes pour quelques questions. Je sais qu'il y en avait qui ont été posées déjà dans le chat et si Luc Canaud est encore là, il peut peut-être nous poser sa question en direct, ce sera peut-être plus clair. Bon, c'est bien sûr, on risque de voir tous ceux qui sont déjà partis, c'est peut-être pas gentil de ma part, mais on les comprend aussi. Donc, il y avait Lucien Bollard qui avait une question aussi. Lucien, je vais les poser à leur place alors. Donc, c'était après la présentation d'Enalux. Luc Canaud demandait comment l'institution est-elle parvenue à emporter l'adhésion des équipes enseignantes pour participer à la démarche qualité. Est-ce que vous avez utilisé des enquêtes pour montrer si cette adhésion est acquise en cours ou quelque chose comme ça? Je pense qu'il faut dissocier 2 temps. Il y a le temps de l'évaluation qui est un temps T, une photo que l'on prend à un moment donné. Et puis, il y a la démarche qualité et sa construction à long terme pour développer évidemment la logique PDCA d'amélioration continue. Donc, c'est vrai que pour l'évaluation, nous avons quand même 850 membres du personnel, donc nous avons dû faire des choix. Nous avons travaillé, puisque la question ciblait uniquement les enseignants, nous avons fait le choix de travailler en direct avec les enseignants représentants dans les conseils. Mais pour l'ensemble des enseignants, nous sommes passés par des enquêtes et aussi analyse de toutes les enquêtes historiquement envoyées depuis 4 ans, les 4 dernières années. Par contre, si on parle de l'adhésion à la démarche qualité dans le long terme et au quotidien, je dirais que c'est tous les éléments mis en place dans pas mal d'institutions, le plan stratégique qui donne les lignes directrices, la structure de fonctionnement qui fait qu'il y a des fonctions et des missions attribuées à différents niveaux hiérarchiques. C'est les représentations dans les organes, c'est les canaux de communication, la manière dont on prend les décisions et dont on va chercher l'information. C'est tout le partage d'outils, c'est l'implication des personnes dans les groupes de travail.
C'est toutes les économies d'échelle qu'on peut faire dans l'implémentation de certaines procédures qui font que les gens se rendent compte à un moment donné que c'est intéressant finalement. Exemple, je ne sais pas moi, la mise en place en conformité du RGPD. Imaginez si chaque section ou chaque département ou directeur de département avait dû faire les démarches, appeler un consultant, se mettre en ordre. Ici, la Haute École a pris en charge la démarche et l'a implémentée partout. Ça va vachement faciliter les choses. Donc voilà, et alors surtout, comme Anne l'a dit, nous sommes le service d'appui à la qualité, il est là pour accompagner. Donc on répond à toutes les demandes et on amène les outils, on sort du sac à dos tous les outils intéressants pour une équipe, des outils d'intelligence collective. On crée des outils toutes les semaines. Hein. Ici, on a écrit une note sur comment prioriser des actions dans un plan stratégique. Qu'est-ce qu'une bonne pratique et comment définir une bonne pratique? Voilà, c'est les 2 notes de cette semaine, par exemple. Donc, toutes les semaines, on crée des petits outils et en fonction des demandes, on les apporte aux équipes. Si je peux rapidement compléter, donc pour le futur, on a aussi des points d'appui. Hein. Et c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. On est en train de mettre en place au niveau institutionnel de plus en plus des comités de pilotage au niveau des différents programmes, donc qui permettent vraiment de gérer toutes les priorités en fait, de développement des programmes et leur évolution. C'est évident qu'une présence d'un relais qualité dans ces comités de pilotage est vraiment important. Alors, au niveau des services, il faut savoir aussi que la culture était en développement avant l'évaluation institutionnelle. Ce que je veux dire, c'est que il y avait déjà en fait des demandes de services des demandes des différents services au service qualité pour répondre à des problématiques en fait. Et donc nous, on arrivait avec des outils de facilitation et d'intelligence collective. Et on voit que ça se renforce en fait les demandes des services. Donc eux sont plutôt demandeurs en fait de travailler par processus et d'avoir cet appui en fait du service. Par rapport aux parties prenantes externes, on les a impliquées au moment de l'évaluation institutionnelle aussi, à travers une commission d'évaluation institutionnelle qui a, bon, évidemment, qui ne reprenait pas tout le monde, mais qui rassemblait en fait plusieurs de nos parties prenantes. Notre grande difficulté, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est de garder la participation des étudiants constante, en fait, de les mobiliser par les enquêtes, mais aussi de répondre à leur envie, en fait, de s'impliquer beaucoup plus dans le fonctionnement institutionnel. Donc, on est en train vraiment de travailler cet aspect-là pour que cette démocratie institutionnelle soit vraiment développée au sein de l'institution. Mais c'est vrai que c'est une difficulté. Merci beaucoup. Alors, Marilyn nous rappelle que le temps est quasi écoulé. J'espère que la session ne va pas s'interrompre comme ça, plouf, d'un coup. La réflexion de Lucien Bollard, je pense que c'était plus une réflexion qu'une question et qui disait que ce qui est important pour lui, c'est de réfléchir avec les parties prenantes pour analyser les résultats et toujours faire mieux. Voilà, donc moi, ce que j'ai relevé, et c'était une question que j'avais, c'est que vous avez quand même renforcé en termes d'équivalent temps plein les ressources pour faire ce travail conséquent, et on sait bien que c'est le nerf de la guerre. Y a-t-il une question peut-être pour la Haute École Ferrer? Quelqu'un a-t-il une question à poser à cette équipe? Guy? Guy, on ne vous entend pas. Non, je n'avais pas posé une question, pas du tout. Ah, d'accord, ok. Donc, donc pas de questions. Peut-être, moi j'en ai peut-être une petite quand même. Donc, que pensez-vous de la procédure d'avis global comme ça, sur le vif, parce que je pense que vous ne l'aviez pas demandé. Je m'adresse peut-être à la Haute École Ferrer qui n'a pas encore eu l'occasion de répondre à l'une ou l'autre question. Clairement, quand la question s'est posée de l'avis global, on en a discuté en collège de direction à l'époque et nous avons décidé de ne pas le demander parce que nous n'avions pas, je ne sais pas si on les a maintenant, mais nous n'avions pas à l'époque
les moyens de prendre ça en charge nous-mêmes. Quand vous dites qu'on a augmenté l'équivalent temps plein, ça reste quand même un petit peu limité. On a un demi-équivalent temps plein pour une coordination qualité qui devient de plus en plus importante. Donc la première raison, c'était certainement une question de moyens. Après, peut-être que les choses évoluent parce que tout évolue très très vite et peut-être que l'ambition de la haute école sera différente à l'avenir. Certainement aussi parce que peut-être qu'elle se sent plus à l'aise en ayant fait l'évaluation institutionnelle. Elle a peut-être un petit peu plus ancré ses pratiques et conclu que cette démarche pouvait être intéressante pour elle aussi. Ceci étant, je trouvais que le travail de l'agence était quelque chose qui était particulièrement porteur. Si nous sommes accompagnants des équipes au niveau des départements, l'agence est accompagnante au niveau des établissements et ce travail extraordinaire est extrêmement enrichissant. Je veux dire. C'est aussi un temps, cette journée de travail le prouve, c'est un temps de pause où les coordinateurs qualité peuvent se rencontrer, échanger. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre qu'on a tous les mêmes réflexions et les mêmes soucis. On se sent moins seul. Merci beaucoup. Bon, alors je crois que s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser aller déjeuner et on se retrouve. Marilyn a mis le lien pour la session de 13h30 sur l'analyse transversale qui commencera, qui sera de nouveau une plénière avec tout le monde ensemble. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Au revoir à tous. J'étais ravie de vous revoir en tout cas. Au revoir.